En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y. Allô, oui. Bonjour, c'est parti pour le nouveau podcast. Alors on en est à combien? On en est à 154. Nouveau podcast avec une question que je m'étais notée, mais j'ai totalement zappé enfin le mec qui me l'a écrit, son créateur. Donc tant pis. Là il se reconnaîtra. La chrononutrition est-elle compatible avec la paléonutrition? Alors là, sujet pointu. Alors que je n'ai jamais foutu les pieds dans un cours de diététique de ma vie, et ça ne me gêne pas du tout pour en parler quand même. Bah oui, puisque sans être allé à l'école, j'ai quand même pas mal testé des trucs, donc je pense que je peux te faire un retour d'expérience qui est quand même intéressant. Et puis surtout, je côtoie depuis 2016 Benoît Nave, qui est fervent défenseur de cette chrononutrition. En 2014, j'avais lu le livre Paléonutrition de Julien Vénesson, pareil, qui est très simple justement à comprendre. C'est ça qui est bien, quand les choses sont simples. Et finalement, ça démystifie énormément de choses. Donc, par exemple, si vous pensez que la paléonutrition, c'est aller dézinguer Bambi dans la forêt et manger son cadavre cru, vous êtes dans l'erreur, et il faut corriger cela en achetant et en lisant le livre Paléonutrition de Julien Vénesson. Voilà. Tant que vous ne l'avez pas lu, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, et c'est bien dommage. Mais on remarque sur les réseaux sociaux que ça ne gêne pas grand monde de balancer des énormes clichés sans se poser la question. Voilà. Ils voient un mot, boum, ils répondent, tu vois, c'est camoulox, mais en pensant dire des choses intelligentes. Donc c'est très amusant, c'est très drôle. Et on va bientôt attaquer, quand même, avant cela, je voulais remercier les 3 nouveaux patriotes. Et oui, seulement 3. Alors tu vois, ça c'est... Je sais pas si le Patreon, c'est comme la bourse, tu sais, le CAC 40 qui avoisine les 7000 points avant de faire une grosse chute, comme... c'était en quelle année? En 2008, je crois. Et ben là, pareil, donc les patriotes, donc merci à Antoine Fartlek, Rémi Girard et Gaël Mérou, on est 298, et donc il y a une espèce d'attente, tu vois, sous la barre des 300. Les gens n'osent pas se prononcer, ils se disent si on passe les 300, ça va être une dinguerie. Donc, toujours 298 patriotes, j'avais annoncé en rigolant cet été que ce serait justement très amusant d'être 300, tu vois, pour faire l'armée, tu sais, la Duke Army. Et en fait on va y arriver. Donc voilà, c'est cool, c'est très très cool. Alors que dire de plus pour fêter cela une fois qu'on les aura passés, parce que ça va arriver, hein, ça va augmenter. Si quelqu'un a des petites compétences un peu en dessin. En dessin sur l'ordinateur, je sais pas comment appeler ça, un peu de graphisme, mais c'est quand même très particulier. J'aimerais refaire un peu des logos comme j'ai pu faire pour soldats du Duc, conseillers, etc. Le logo du Carmi, des trucs un peu, tu vois, médiéval, mais gaming. Voilà, je suis absolument certain qu'il y en a, ça va éveiller quelques réflexes chez certains de nos auditeurs, mais... Voilà, je cherche quelqu'un pour faire ça, rémunéré bien sûr, hein. Comme tous ceux qui sont actifs sur le Patreon en termes de rédaction.
Et voilà, pour des petites bricoles qu'on pourrait ajouter pour se faire plaisir, toujours. Un petit mot sur le forum également, qui est dynamique quand même, de plus en plus, ça a bien pris là, avec quelques belles organisations de off entre nous. Voilà, le TNR Trainee Volley Revard qui s'effectuera en off le 23 mai. Alors franchement, là au Revard, le temps est absolument dégueulasse cette semaine, et ça empire chaque jour. Et voilà, ce week-end ça va être neige. Donc l'édition aurait été exécrable. Donc voilà, un peu moins de regrets que l'an passé où il avait fait relativement beau. Mais bon, c'était dommage quand même d'annuler ce trail. Et puis enfin, le groupe Strava du Carmi. Alors, malheureusement, sur le groupe Strava, je n'ai que le nom et prénom, et ça ne coïncide pas toujours avec les pseudos qui sont mis sur Patreon. Donc il est possible que certains patriotes soient en stand-by sur Strava, qu'ils ne soient pas acceptés dans le groupe. Donc envoyez-moi un message sur la plateforme qui vous fait plaisir pour que je vous accepte. Voilà, parce qu'en fait, dans le doute, je vous refuse. Pareil sur le forum, voilà, c'est très privé, c'est très select. Au moins, vous savez que vous êtes entre vous après, une fois intégré dedans. Mais ceux qui sont à l'extérieur, tant pis pour eux. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres news ? Bah non, parce qu'on est toujours confinés, on se fait chier. Roxana Maracineau a fait une petite interview hier d'une demi-heure pour nous dire qu'elle avait rien à nous dire. Rigolez pas, tous les mois elle prend un salaire et c'est en partie grâce à vos impôts, donc moi ça me fait pas rire du tout. Mais bon, apparemment c'est tout à fait normal. Voilà. J'aimerais quand même bien voir son emploi du temps du matin au soir, du lundi au vendredi. Quand même, je serais curieux, quand même. Alors, que dire ? Après on est parti pour le podcast. Alors, je te disais, la chrononutrition est-elle compatible avec la paléonutrition ? On va déjà essayer de définir plus ou moins les termes. Et après, je me servirai de mon exemple. Comme ça, je dirai pas trop de conneries. Donc la chrononutrition, en gros, c'est... en fait, tu vas manger suivant les heures de la journée. Alors en fait, ça diffère pas trop de ce qu'on fait d'habitude. Mais surtout, tu vas répartir les macronutriments, donc les glucides, protéines et lipides, de manière un peu différente de ce qu'on pourrait penser. Par exemple, traditionnellement, le Français, il se réveille et direct, il fait de la merde. C'est-à-dire qu'il commence par choper une baguette, du beurre, de la confiture, voilà. Donc ça part en couille direct. La chrononutrition, en fait, ça a été étudié, donc il y a quelques livres sur le sujet. J'en ai jamais trouvé un qui est plus excitant que les autres. Si jamais vous avez des références, n'hésitez pas. Mais en gros, ce que les gens te disent là-dedans, c'est que quand tu te réveilles le matin, tes hormones ou ton corps, ou je sais pas quoi, bref, tu vas être plus enclin à avaler des protéines, des lipides. C'est vraiment ça que ton corps a besoin le matin. Le midi, c'est toujours un peu pareil, tu vas être un peu protéines, lipides, éventuellement tu vas commencer à introduire quelques glucides, et puis plus la journée passe, moins tu auras besoin de ces protéines qui favorisent ton éveil, et plus tu vas aller sur les glucides qui vont favoriser ton endormissement. Et pareil, tu vas diminuer aussi les lipides. Donc si tu veux, le matin, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides, très peu de glucides, voire pas du tout. Le midi, tu commences à baisser légèrement les protéines et les lipides, tu augmentes un petit peu les glucides suivant ton besoin, ton activité physique, ton travail physique ou non, etc. Une légère collation, tu vois, vers 16h, qui va te permettre de finir la journée sur les chapeaux de roue, avec un peu de lipides glucides, et puis le soir, ça va être quand même plutôt glucides. Voilà. Alors après, les proportions, évidemment, ça va dépendre de chacun, de l'activité physique de chacun et du gabarit de chacun, parce que quelqu'un qui fait 100 kilos, quelqu'un qui fait 60 kilos, il va pas manger la même chose, mais voilà, là, t'as la philosophie. Donc tu vois, finalement, cette chrononutrition, c'est assez simple. Voilà, ça a pris 1 minute 30 à expliquer. Alors après, tu peux te tripoter en lisant des études sur les bienfaits, les pourcentages du ceci ou cela, mais voilà, allons à l'essentiel. Le matin, protéines, glucides, au fil de la journée, on augmente. Le matin, protéines, lipides, au fil de la journée, on augmente les glucides. Alors après, la paléonutrition, qu'est-ce que c'est ? Deuxième terme à définir. La paléonutrition, si tu veux, c'est proposer, de dire, finalement,
l'être humain, ça fait très peu de temps là qu'on est dans l'ère de l'industrie. Enfin, je pense que c'est plutôt l'ère de la connerie, mais bon, en tout cas, on est dedans, puis c'est quand même difficile d'y échapper, hein, c'est quand même dur. Mais on peut faire un petit peu. Et donc, la paléonutrition, c'est dire que en fait, l'être humain a vécu plus de temps en mangeant des produits bruts, issus de ce que faisait la nature, que des trucs, voilà, qui ont été bricolés en usine. Et donc, il faut se rapprocher de ces aliments bruts. C'est ça, la paléonutrition. Alors après, certains Mongols sur le web nous ont extrapolé ça en disant que voilà, tu vas faire le couillon dans l'eau à chasser le poisson avec le harpon. Alors même Julien Vénesson s'est auto-trollé en éditant son bouquin, puisque pour faire rire, pour toucher un peu du public, je pense, il a mis voilà une photo de Christophe Bonnefond, qui est un bodybuilder torse nu, donc vraiment imposant, tu vois, avec un bout de bois dans l'eau, voilà, en train de pêcher le poisson, mais c'est une caricature. Et en fait, la paléonutrition, ce qu'elle va te proposer justement, c'est de te tourner un maximum vers des légumes, des fruits, mais avec parcimonie, d'exclure quasiment toutes les céréales. Alors, tu liras le livre, il met un petit bémol sur le sarrasin, qui est une pseudo-céréale, donc voilà, qui ne poserait pas vraiment de problème, et sur le riz basmati, qui est un aliment neutre. Donc si tu prends des pâtes ou des pâtes complètes, là tu vas être sur un aliment plutôt nocif, parce que dedans il y a du gluten. Alors de base le gluten ne posait pas trop de problèmes, sauf que le blé qu'on consomme aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le blé des années 1900 et quelques. Aujourd'hui ça ne devrait même plus s'appeler du blé, c'est de la merde. Donc à moins d'avoir un blé ancien à proximité de chez toi, et ça doit pas être tout le monde, t'es baisé, quoi. Donc il exclut, voilà, dans ce régime à peu près toutes les céréales, comme je te le disais, et les sources de glucides vont venir un peu de la patate douce, du sarrasin, et éventuellement du riz basmati, des fruits, et après il met un bémol pareil sur les pommes de terre, sur les topinambours, sur le panais, les carottes, tout ce qui est tubercules, voilà. Donc il y a des petites mises en garde légères. Donc ça veut juste dire que c'est pas à surconsommer. Et pareil pour les légumineuses, voilà, il y a des petites mises en garde légères. Si vous ne faites que manger des légumineuses, alors malheureusement vous allez absorber tout un tas d'antinutriments. Par contre, si vous avez une consommation raisonnable de légumineuses, qu'en plus voilà vous en prenez de bonne qualité, vous les faites un peu tremper, etc., voire même germer pour les plus passionnés d'entre nous, là ça pose moins de problèmes, et ça il l'évoque dans son livre. Donc finalement l'alimentation paléo est extrêmement simple, puisque vous prenez un aliment, vous le mettez dans votre main, vous le regardez, et là vous vous servez de votre cerveau, votre propre capacité d'analyse, et vous vous dites, est-ce que ce truc est brut ou transformé? Exemple, je prends un chou-fleur. Un chou-fleur est-il paléo? Oui, il a poussé dans la terre, dehors, alors en plus, j'ai peut-être fait l'effort de le prendre chez le paysan du coin via une coopérative, via les réseaux de distribution AMAP, ou dans ma grande surface, parce que voilà, j'étais un peu sur le pouce, etc. Mais je suis allé le chercher un peu bio, ou au moins d'origine France. Enfin, bon, de toute façon, ça pousse bien en France. Et puis après, je compare, voilà, je prends un wrap, le wrap poulet chèvre de la marque Sodemo, par exemple. Je le mets dans ma main et je le regarde. Alors là, j'ai une espèce de pâte au blé qui entoure tout ça, bon, qui est un peu glutineux, voilà. Dedans, il y a des bouts de salade, une espèce de poulet, de la sauce un peu de partout, et je me dis, est-ce que ça, c'est naturel? Finalement, très peu. En plus, bon, il y a encore l'aspect emballage, etc. Donc, on va tous globalement comprendre ce qui est naturel ou pas, comme produit qui a été transformé ou pas, par exemple. Vous allez chercher du fromage. Enfin, j'ai pas besoin de le dire, vous le savez. Le Babybel, c'est pas du fromage, c'est une infâme saloperie. Par contre, vous prenez un petit Roquefort AOP, c'est pas pareil. Déjà, vous avez du lait de brebis qui est un poil moins nocif que le lait de vache. Parce que le lait de vache, en fait, malheureusement, du fait de sa surutilisation, les industriels ont mis un peu plus leur nez dedans que les laitages de brebis, et donc l'ont un peu plus bousillé, grosso modo.
Le lait de brebis est un peu épargné, mais voilà, ça progresse. Donc, encore une fois, après, il y a lait de vache et lait de vache. C'est pour ça que le fromage Beaufort, par exemple, qui est au lait de vache, pose très peu de soucis sur le plan intestinal, puisque les vaches, elles broutent dans le massif du Beaufortin, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, sous un soleil magnifique, avec des paysans qui les caressent un peu. Bon, je les vois faire la traite le matin entre 4 et 5 heures. Voilà. Là, vous avez un très bon savoir-faire. Par contre, produire du caprice des dieux ou du Babybel, là j'ai plus de doutes sur la qualité du lait. Donc voilà, le paléonutrition finalement c'est assez simple. Et encore une fois, je vous encourage à lire ce livre, qui est absolument merveilleux. Alors, encore un petit prérequis avant de passer à mon exemple. Tu vas me dire, putain mais Hugo, pourquoi tu nous parles comme ça de nutrition comment ça t'est venu de lire ces livres? Eh ben c'est très simple, ou de m'y intéresser même. En fait, quand j'étais étudiant en DUT, c'est l'anecdote du Duc. Voilà, l'anecdote du Duc, l'instant anecdote. Donc quand j'étais à l'IUT, j'étais en sport-études. Donc le matin c'était études, pour moi c'était sieste, et l'après-midi c'était sport. Alors j'en faisais pas beaucoup à l'époque, c'était du cyclisme, donc le cyclisme tu fais des compétitions quasiment tous les week-ends, la semaine c'est plutôt de l'entretien que de vraies phases de développement, donc je pense que grosso modo j'étais à entre 1 et 2 heures de sport par jour, et je mangeais plus ou moins n'importe quoi, c'est-à-dire que le midi, voilà, je sortais de cours, je tapais un gros plat de pâtes, le matin c'était un bol de céréales Krusli Quaker au chocolat avec un peu de lait dedans, quand je rentrais de ma sortie, c'était du pain complet avec du miel. Donc bon, c'était pas non plus totalement déraisonnable, mais c'était très 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 glucidique. En plus, à tout moment de la journée, hein, donc c'était glucides matin, midi et soir en très grosse quantité. Énormément de gluten, pas mal de laitage, etc. Et ça, c'est depuis mon enfance que j'ai toujours eu cette alimentation. Mais qui finalement était relativement raisonnable, parce que toujours avec certaines proportions. Par exemple, voilà, je buvais pas de soda, ou j'étais pas dans l'excès. Mais néanmoins, voilà, mon corps, depuis ma tendre enfance, absorbait de grandes quantités de gluten, de lait, et des glucides, ouais, du matin au soir, vraiment. Et quand on fait pas mal de sport, donc là je faisais quand même des compétitions à assez haut niveau en vélo, on pousse un peu le corps dans ses retranchements. Ce qui fait que je pense, vu qu'avant je faisais du sport plutôt, voilà, un peu en légèreté, et puis quand on a 16 ans on n'a pas vraiment de problème de santé, hein. Donc là tout allait bien, et en fait, c'était à quel âge? À 20 ans? Ouais, à 20 ans, je sors d'un très gros hiver d'entraînement, une forme pas possible et tout. J'arrive sur la première course de route, qui était en première catégorie, le Grand Prix de Boa. J'étais très confiant, très sûr de moi, très fort. J'avais monté le Revard, grand plateau à quasiment 26 de moyenne par la FECLA. Enfin, c'était de la folie, j'étais proche du com, des pros, etc. J'arrive sur cette course, et là je suis planté. Je me fais lâcher par le peloton au premier tour, au bout de 6 km. Incroyable. Bon, je suis un peu traumatisé et tout, triste, et puis finalement je fais des analyses de sang et j'avais une mononucléose. Alors je comprends pas trop ce que c'est, le médecin il me donne de la vitamine C, donc lui c'était un gros nul, mais avec un diplôme, donc on peut pas le critiquer. Et en fait après j'avais été tout l'hiver auprès d'un préparateur physique en salle de muscu, et il ressemblait un peu à un hippie sur Annecy, là c'est la salle sport santé. Il faisait un peu de surf et tout, puis il me parlait de céréales légumineuses, du quinoa, tu sais, je me dis, mais il est starbé, lui, de lait de soja et tout. Et je lui dis, oh putain, j'ai une mononucléose et tout, fait chier, je suis fatigué, machin. Et il me dit, mais c'est normal, tu te nourris mal. Alors là, j'étais choqué, tu sais, je me dis, putain, mais non, je mange des pâtes pour faire du sport, etc. D'où je me nourris mal, quoi. Et il me passe quelques revues du docteur, c'est quoi, c'est Denis Richer, là, des choses comme ça, donc je lis, et puis après, paf, je découvre Julien Vénesson via Nutrimuscle, je découvre son livre Nutrition de la force, qui était pas trop mal, mais Paléonutrition est encore meilleur, et voilà comment j'en suis venu à lire ces ouvrages. C'est parce que je suis tombé malade. Alors la mononucléose, en plus, c'est assez chiant, hein. En gros, vous avez l'infection pendant 3 semaines, et après vous conservez un état de fatigue pendant, on sait pas.
Donc certains sont fatigués pendant 6 mois. Moi, j'ai été fatigué pendant 1 mois et demi, encore après la phase d'infection. Et après, j'allais un peu mieux. Mais voilà, c'est quand même un truc qui vous tombe dessus. Voilà, c'est quand même une vraie maladie de santé. Alors, on en guérit, évidemment, on retrouve son niveau, mais quand même, ça vous prend 2 mois pour moi. Donc, pénible. Et pendant ces 2 mois, on est très fatigué. Par exemple, avant, je me levais, mon cardio battait à 35. Quand j'avais la mononucléose, il battait à 70. Je vous laisse imaginer, quand je faisais du vélo à 30 km/h sur le plat, j'étais quasiment à FC max. J'étais 10 pulses en dessous de FC max, c'était de la folie. Je rentrais chez moi au bout d'une heure, j'avais l'impression que j'allais crever. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois ? Très peu de sport. Un petit peu de musculation au début pour s'occuper quand même, parce que j'avais les après-midi de libre, et puis un peu de vélo, mais au bout d'un mois, 1 mois et demi seulement. Et j'ai lu énormément sur la nutrition. C'est à ce moment-là que je me suis passionné en quelque sorte pour ça. Alors après, j'ai essayé plein de choses de manière un peu nutri-nazie à l'époque. Par exemple, aujourd'hui, je remange du gluten en société parce que finalement, c'est plus la charge et la quantité qui crée le problème que d'en manger de manière épisodique. Donc voilà, si je mange une pizza par semaine, c'est pas très grave, du moment que les 20 autres repas sont plus ou moins corrects, tu vois, c'est pas... Donc voilà ma philosophie du moment, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais passé par des phases relativement intenses. Bref, voilà pourquoi je m'y suis intéressé. Donc maintenant qu'on a défini cette chrononutrition, qu'on a défini cette paléonutrition de la manière la plus simple et la plus claire possible, après vous pouvez creuser en lisant ces ouvrages, eh bien, je vais vous donner mon exemple qui montre qu'on peut allier justement cette chrononutrition à cette paléonutrition. Donc le matin, quand je me lève, je fais quelques mouvements articulaires, mais ça on s'en fout, c'est pas le sujet, et après je prends mon petit déjeuner. Voilà, je ne pratique pas le jeûne intermittent, parce que c'est une supercherie. C'est contre-productif, je pense, sauf si vraiment vous faites pas grand-chose. Donc je prends mon petit déjeuner, puisque la veille j'ai eu des entraînements, ce jour-là j'aurai des entraînements, etc. 2 œufs à la coque. Et suivant l'entraînement que je vais avoir dans la matinée, 60 à 90 grammes d'un mélange de roquefort, de noix de Grenoble, d'amandes et de noisettes, qui me permet d'avoir les bonnes protéines et les bons lipides. Alors pourquoi le roquefort ? Pour 2 raisons. Raison numéro 1, c'est parce que c'est du lait de brebis. Et raison numéro 2, c'est parce que ça a un goût très 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 prononcé, donc vraiment je me régale au petit-déj. Ensuite une petite boisson, en général c'est une tisane, parce que j'essaye d'éviter de mélanger la théine et la caféine à mes repas. Avec un peu de glycine dedans pour aider mon corps à se régénérer. Et ensuite, voilà, pour conclure ce petit déjeuner, je mange une banane ou des figues ou des fruits rouges lorsque j'en ai à ma disposition. Donc l'été, quand je suis chez ma grand-mère, quand je passe quelques fois chez mes parents et que le figuier a fait, voilà, etc. Sinon, quand je dois acheter un fruit, j'achète uniquement des bananes pour sa forte teneur en potassium. Et les autres fruits, figues, fruits rouges, pommes aussi, mes grands-parents ont des pommes. Voilà, je les consomme de saison quand ils sont là. Et puis sur cette banane, des fois, je mets une petite cuillère de miel. Voilà, je me dis que les produits de la ruche sont assez intéressants. D'ailleurs, vous avez un podcast, La Planète Trail, avec Apiron, qui est pas mal, qui vous aide à choisir le bon miel, justement. Très intéressant. Donc là, c'est paléo, si tu veux, parce que il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de produits transformés. Voilà, pas de problème. Ensuite, le midi, je me fais une très très grosse assiette de crudité. Donc là, si je suis tout seul, je cuisine très très peu. Donc l'assiette de crudité, ça va être des betteraves, ça va être des carottes, ça va être du chou, ça va être du concombre, des radis. Voilà, ça dépend un peu de la saison, ce qu'on trouve. Chou rouge, chou frisé, etc. Très grosse assiette de crudité, bien 300 grammes de légumes minimum. Après, des fois, je rajoute quelques légumes cuits, c'est assez rare. Souvent, les légumes cuits, c'est quand je prépare un plat, voilà, ça c'est soit parce que je suis avec ma copine, soit parce que je suis en famille, etc., etc. Mais sinon, tout seul, je cuisine très peu. Sur mon assiette, je mets 2 cuillères à soupe d'huile, alors ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de noisette.
Et puis je vais prendre une portion protéinée, animale, le midi. Donc du poisson, alors ça va être une conserve de sardines, de thon, du saumon fumé ou de la truite fumée qui se trouve en Savoie. 1 à 2 fois par semaine, ça va être du boudin noir pour le faire. Et sinon, le poisson pareil, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Et sinon, le reste du temps, voilà, ça va être 2 œufs avec un peu de roquefort encore. Suivant mon activité physique, je prends 0 à 120 grammes de riz cru. Bon, 120 grammes, c'est très rare. C'est vraiment quand je fais un tour de vélo ou une sortie à pied de 5-6 heures et que je vais manger plus vers 14-15 heures. Sinon, voilà, on est plus entre 0 et 60 grammes de riz cru. Et ensuite, un peu en guise de dessert, voilà, je prends un petit yaourt de chèvre, je mets un petit peu de miel dedans, je mets 20 grammes de noix, d'amandes et de noisettes dedans, et je conclue tout cela par un petit carreau de chocolat noir. Donc, à la limite, ce qui est pas paléo depuis le début, c'est le carreau de chocolat noir. Mais ça, vous pouvez vous en passer, hein, si vraiment vous les respectez strictement. Après voilà, j'estime qu'un carreau de chocolat noir n'est pas non plus d'une nocivité extrême. Surtout si on le prend, voilà, bio, pour le cacao n'ait pas été trop maltraité, etc. Alors après, j'arrive à 16h. Là, je vais prendre 2 carreaux de chocolat noir. Donc noir, c'est 85% à peu près pour moi. Une banane, ou un autre fruit de saison, on va dire. Et 50 grammes de noix, amandes, noisettes. Après, ça dépend, cette collation, des fois, je la divise en 2 et je la prends un peu le midi et un peu le soir. Si j'ai fait un gros entraînement le matin et que mes repas sont décalés, tu vois. Et puis enfin, le soir, donc là, par contre, contrairement au midi, quoi qu'il arrive, j'ai au moins 60 grammes de riz dans mon assiette. Donc comme tu peux le voir, j'augmente la part de glucides. Je diminue la part de protéines parce que en parallèle du riz, je vais manger quelque chose qu'on pourrait appeler comme un petit plat végétarien, c'est-à-dire que je vais mettre des lentilles avec le riz, vertes, corail, ou des fois j'ai des pois chiches, voilà, ça dépend un peu, ou des haricots rouges, etc. Avec mon riz, donc un repas plutôt végétarien, donc en termes de protéines, là c'est un peu plus léger, c'est plus facile à digérer, voilà, ça va favoriser l'endormissement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la chrononutrition voudrait qu'on en mange peut-être encore un peu moins, mais vu que je fais beaucoup de sport, j'ai un besoin en protéines qui est quand même assez accru, donc petit repas végétarien le soir. Toujours 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Par contre là il y a plus de noix en dessert, il y a toujours la grosse assiette de crudités, et je conclus en général ce repas un peu après le repas pour favoriser l'endormissement. Alors ça peut être juste avant d'aller se coucher, ou entre le repas et le coucher, voilà, je prends une banane aussi, un fruit quoi. Donc là encore, normalement c'est un repas plutôt paléo, et vous avez vu, il y a un déroulé chrononutrition qui est assez logique, avec le matin, pas de glucides, ou alors des fois j'en prends quand j'ai une séance, même pas en fait. Le midi, il peut y en avoir, suivant la séance du matin, et surtout ce qu'il y a à faire les jours d'après en fait. Et puis voilà, ça après 16h le soir, là on commence à manger plus de glucides, quoi qu'il arrive, même en jour de repos. Donc voilà pour mon exemple. Et la semaine prochaine, ce qu'on pourra faire, c'est que on va prendre le cas d'un patriote justement, Grégory Jacquet, qui est adepte de cette chrononutrition, puisque lui aussi, voilà, adhère au discours de Benoît Nave, qui est simple à comprendre et finalement simple à mettre en œuvre, hein. C'est juste une question d'habitude, parce que finalement cette chrononutrition, vous mangez autant qu'avant en fait, vous mangez autant de calories qu'avant, simplement c'est le moment qui change, voilà. Et donc Grégory en fait se disait justement, voilà, donc lui il fait cette chrononutrition, il s'est blessé malheureusement, il s'est fait une entorse, voilà, ça arrive, et donc il est au repos pour... à mon avis, il va y se passer 2 semaines sans faire de vélo, voilà, peut-être un mois en reprenant la course à pied, hein, ça va dépendre bien sûr, je suis pas à la place de son pied, mais voilà, il est au repos pour un certain temps, et lui ce qu'il voulait c'est carrément cette chrononutrition, hop, il coupait les glucides de partout, donc limite il allait passer en cétogène, etc., il se posait tout un tas de questions, donc on verra la semaine prochaine sur une petite V2, en partant de cette chrononutrition, qui est un peu paléo aussi, si
si on peut pousser plus loin en cas de problème, si c'est intéressant, tu vois. Parce que moi, ce que je te disais, là, c'est un peu un indice avant le podcast de la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, le soir, il y a au moins 60 grammes de riz, tu vois. Donc, ça veut dire que même si j'ai une journée de repos, même si je suis en coupure, soit parce que je me suis blessé, soit parce que je l'ai choisi, c'est mieux quand vous l'avez choisi. Le soir, il y a 60 grammes de riz. Et déjà, franchement, c'est pas énorme. En fait, là, je t'ai récité mes repas avec les différentes fourchettes au niveau du grammage. Voilà, il arrive que j'ajoute une bricole ou deux quand j'ai un peu faim, quand même. Je ne le cache pas. Puisque malheureusement, avec le sport en extérieur, en outdoor, c'est vrai que tu penses maîtriser ta dépense énergétique, puis en fait, suivant la météo, suivant ceci, cela, ça peut modifier un peu. Donc, faut jamais avoir des œillères, hein. Faut toujours être en capacité d'adapter. Donc, je te laisse là-dessus. On verra la semaine prochaine si on peut carrément dégager les glucides en cas de souci. Voilà, si c'est intéressant ou pas. J'ai 2 exemples justement qui sont pas mal pour te faire une idée. Encore une fois, le but, c'est pas d'écouter en me disant putain, le duc parle, j'applique, il a forcément raison. Non, c'est t'écoutes et là tu te fais ta propre opinion, tu vois. T'entends les phrases, t'entends les mots, tu te dis ok, ouais, ça c'est intéressant. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est une bonne idée. Ouais. Après tu fais ça c'est pourri ça. Ah non ça, je comprends pas ce truc en plus. Ouais, ça me correspond pas, j'applique pas, etc. Tu vois, chacun entend le même discours, et suivant son mode de vie, suivant son mode de vie, va adapter justement. Voilà, c'est pour ça moi aussi j'écoute tout un tas de contenus, très souvent inintéressants, et de temps en temps, une idée nouvelle. Voilà. Écoute, je te laisse là-dessus. Voilà, si tu veux évidemment en savoir plus, le contenu le plus intéressant se trouve sur Patreon. Forcément, hein, tu te doutes bien que si pour accéder à ça c'est payant, c'est parce que derrière ça tabasse un peu. Hein, c'est pas, attention, ça y va. Hein. Et puis sinon, on se retrouve vendredi avec mes patriotes. Alors vendredi, on sera sur un contenu un peu plus léger, hein, parce que j'ai bien bossé la semaine dernière pour vous faire une belle vidéo là avec John. Donc ce vendredi, on va se faire une petite interview un peu sympa là, avec un personnage, un homme de l'ombre du trail, mais que certains connaissent peut-être via sa chaîne YouTube. En tout cas, moi je le trouve très intéressant dans sa manière de présenter les choses. Il est absolument impartial et c'est ça qui est sympa. Voilà. À vendredi sur Patreon ou à la semaine prochaine sur le podcast. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.